Si vous streamez, vous avez forcément déjà entendu parler d'Elgato, la marque allemande rachetée par Corsair en 2018, et plus précisément d'Elgato Gaming, la branche qui sort des produits comme le Stream Deck ou les boîtiers type HD60S, etc. Eh bien, ils viennent de sortir une nouvelle carte d'acquisition. Alors, est-ce que ce sera la carte qui manquait chez Elgato ou est-ce que c'est juste un modèle de plus dont on peut se passer? Eh bien, on regarde ça. Donc cette nouvelle carte d'acquisition, c'est la HD60X, c'est Elgato qui me l'a envoyé pour que je puisse la tester. Alors évidemment, on va essayer de rester objectif, et j'annonce déjà la couleur avec le prix, puisque cette carte d'acquisition coûte 200€, donc 199,99€, ce qui était par ailleurs le tarif de la HD60S Plus il y a encore quelques jours. Donc on va voir vite fait ensemble à quoi elle ressemble, parce que le design change un petit peu par rapport au modèle précédent. On verra également les caractéristiques techniques évidemment, histoire de déterminer si vraiment il y a de la nouveauté. J'essaierai de faire un petit test de latence également, et enfin on terminera avec quelques questions. À qui s'adresse cette carte et comment se place-t-elle face à la concurrence? Alors si on fait un petit unboxing rapide, bon déjà le nouveau système d'ouverture des produits Elgato, pour quelqu'un d'un petit peu toqué comme moi, c'est perturbant parce qu'on doit déchirer la boîte. On peut toujours la refermer, mais je trouve ça très bizarre et c'était aussi comme ça sur la boîte de la Stream Deck Pedal, mais bon, c'est un détail mineur, on est d'accord. Et donc le principal, c'est ce qu'il y a dedans. On a donc un bundle classique avec la carte d'acquisition HD60X en elle-même, un câble HDMI 2.0, le 2.0 a évidemment son importance, et un câble USB 3.0 ou 3.1 Gen 1 pour les puristes, avec un embout de type C pour brancher sur la carte et un embout de type A classique pour brancher sur le PC. Au niveau du design, je le disais, la carte change d'aspect par rapport à ses aînés, les HD60, 60S et 60S Plus, qui partageaient toutes le même design pour adopter un look un peu plus anguleux, mais surtout, et là personnellement c'est quelque chose que je préfère, toute la connectique se fait du même côté. Sur les modèles précédents, on avait l'entrée d'un côté et la sortie pour l'écran de l'autre. Symboliquement, c'était plus simple pour concevoir ce qui doit entrer dans la carte et ce qui doit en sortir, encore que la sortie USB était du même côté que l'entrée. Mais c'était tellement moins pratique pour le câble management. Donc on a une entrée HDMI pour faire entrer le flux audio-vidéo, une sortie HDMI pour faire passer l'info sur un moniteur ou sur une télé, et une sortie USB pour la capture, pour l'acquisition du flux audio-vidéo sur OBS Studio par exemple, ou sur le logiciel fourni par Elgato. Sans oublier la petite prise jack 3,5 mm à l'avant du boîtier, ce qui permet l'utilisation d'un câble Chatlink par exemple, comme c'était déjà le cas sur la HD60S Plus. Au niveau des recommandations matérielles, alors Elgato préconise d'avoir au minimum un processeur Intel i5 de 6ème génération ou un processeur AMD Ryzen 7 minimum, une carte graphique de type Nvidia GTX de la série 1000, 4 Go de RAM, un port USB 3.0 et pour le système d'exploitation, ça sera Windows 10 64 bits ou macOS 10.13 minimum. Alors curieusement, Elgato ne propose pas d'équivalent AMD au niveau de la carte graphique recommandée, bon on ne sait pas trop pourquoi, mais ce qui m'intrigue ce sont surtout les processeurs recommandés. Déjà le i5 6ème génération c'était limite, mais un Ryzen 7 mini pour moi c'est vraiment surestimé, donc rassurez-vous ça marchera aussi avec un Ryzen 5, c'est au niveau de l'encodage que ça risque d'être un petit peu plus compliqué si vous voulez faire des enregistrements. Bon, c'est sans doute pour ça que Elgato recommande des CPU de ce style, encore qu'un Ryzen 5 5600X, ça suffit amplement aussi, mais bon, pour la capture, ça fonctionnera sans problème avec des plus petits processeurs. Au niveau des caractéristiques techniques, en ce qui concerne la capture, on peut capturer un flux audio-vidéo en 4K à 30 images par seconde et en HDR, du 1440p 60 images par seconde en SDR et du 1080p 60 en HDR ou du 1080p 120 fps en SDR. Le HDR10 est supporté sur Windows uniquement, tout simplement parce que ça nécessite l'appli 4K Capture Utility d'Elgato qui n'est disponible que sur Windows. La HD60X inclut également une fonctionnalité de mappage de ton local SDR qui fait que en gros, si vous utilisez OBS, que vous jouez en HDR et que vous capturez en SDR pour Twitch par exemple, vous n'aurez pas ce fameux voile gris que certains redoutent. En ce qui concerne le bon, le PT. Donc en gros, ce qui peut transiter par le boîtier quand vous branchez un écran sur le HDMI out. On a donc du PT à 4K 60 fps HDR, 1440p 120 fps SDR et du 1080p jusqu'à 240 fps en SDR. Le VRR ou Variable Refresh Rate est supporté. Ce VRR permet de synchroniser les fréquences d'image par seconde du moniteur et de la carte d'acquisition, ce qui a pour effet de réduire considérablement le tearing et le stuttering, donc quand l'image est déchirée ou saccadée. Alors il faudra évidemment un moniteur équipé du VRR ou de AMD FreeSync pour profiter de cette fonctionnalité, et évidemment d'une source capable d'utiliser le VRR, comme une Xbox Series. À l'heure où est publiée cette vidéo, la PS5 ne prend pas encore en charge le VRR, mais une annonce de fin mars indique qu'une mise à jour prochaine lui permettra de prendre en charge le VRR. Les consoles d'ancienne génération et la Switch ne proposent pas cette option, enfin, sachez que ce fameux VRR sera actif entre 48 et 120 fps, donc si le framerate de la console descend par exemple en dessous des 48 fps, on aura peut-être un petit peu de tearing. Et on termine sur la connectique avec le HDMI qui suit la norme 2.0.
Alors on notera aussi que le scaling a été amélioré, exemple avec quelques résolutions et framerate de sortie. On peut par exemple jouer en 1440p à 120 fps, profiter du PT pour avoir la même résolution de sortie et le même framerate de sortie, et capturer en 1440p à 60 fps. Si on joue en 1080p à 240 fps, cette fois-ci on peut profiter du PT pour avoir 1080p 240 également, et le scaling pourra permettre une capture en 1080p à 120 fps. Et enfin dernier exemple, si on joue en 4K 60 fps en HDR, on profite du PT pour avoir exactement la même chose sur notre écran, et on pourra capturer en 1080p 60 en HDR ou en 4K 30 fps en SDR. Donc clairement là on insiste sur les hautes fréquences en termes de FPS, donc une volonté de s'aligner sur les caractéristiques techniques des dernières consoles ou des PC avec un haut framerate. Alors autre point notable, la HD60X est annoncée sans latence au niveau du PT, ce qui est un argument de taille puisque ça permet de jouer sur son écran sans avoir de délai entre l'action qu'on fait sur la source, par exemple sur le jeu lancé sur la console, et l'affichage sur l'écran ou la télé. J'ai donc voulu vérifier si c'était vrai. Et pour ça j'ai simplement branché la sortie HDMI de mon PC sur la HD60X, que j'ai alimenté avec son cordon USB normalement, et j'ai branché la sortie HDMI de la HD60X sur un autre écran. J'ai dupliqué l'affichage de mon PC afin d'avoir mon Windows, les deux écrans sont d'ailleurs exactement les mêmes modèles de chez Yamaha, et j'ai simplement lancé un chronomètre affichant les millisecondes pour voir s'il y avait un décalage. Bien résultat, en 1080p à 60 fps, il n'y a absolument aucun décalage, donc vraiment aucune latence en ce qui concerne le pass-through. Alors pour le fun, j'ai refait l'expérience avec la capture cette fois-ci, donc avec l'affichage sur mon PC et le retour sur OBS ou sur le logiciel de capture Elgato, qui était donc affiché sur mon PC de stream cette fois-ci avec la HD60X branchée dessus, et là pour le coup il y a une petite latence. Mais comme le signal transite via l'USB et non par le HDMI, bon, c'est plutôt normal. Et après plusieurs mesures, en moyenne j'ai observé une latence d'environ 180 millisecondes entre la source et le retour sur l'appli Elgato, et de seulement 63 millisecondes entre la source et le retour OBS, donc autant vous dire qu'à moins d'être un PGM, on peut carrément jouer sur le retour OBS. Donc on voit bien qu'Elgato a voulu compléter sa gamme en sortant une carte ou plutôt un boîtier d'acquisition supportant les hauts framerates, et c'est bien ce qui manquait, car avant, seule la 4K 60 Pro permettait le PT jusqu'à 240 fps. Du coup, entre la 4K 60 Pro et la HD60X, déjà l'une est interne et l'autre est externe évidemment, et l'autre différence c'est que la 4K 60 Pro permet également la capture en 4K 60 images par seconde HDR, là où la HD60X ne va que jusqu'à la 4K 30 fps en HDR. Alors pour Twitch, la capture en 4K nous intéresse pas vraiment, du moins pour l'instant. En revanche pour YouTube, tant qu'à enregistrer du gameplay en 4K, on peut vouloir privilégier les 60 fps plutôt que 30, donc peut-être plutôt s'orienter vers la 4K 60 Pro. Sinon pour revenir sur Twitch, l'intérêt résidera surtout dans le PT, puisqu'on pourra profiter de 120 voire 240 fps sur notre écran de jeu, tout en capturant 60 fps sur OBS par exemple. Idem pour la résolution, puisqu'on peut récupérer du 1440p à 60 images par seconde, ou du 1440p à 120 images par seconde, ça permettra d'avoir un peu plus de finesse au redimensionnement sur OBS. Du coup, cette HD60X n'est pas forcément adaptée à une Switch, qui ne sort que du 1080p 60 images par seconde maxi. Et dans ce cas, une autre carte d'acquisition suffira, comme la HD60S ou la HD60S+. Mais d'un autre côté, ça fonctionne aussi, et c'est peut-être intéressant sur le long terme si on compte capturer une autre machine ou un PC à l'avenir. Donc j'en profite pour vous transmettre le futur line-up communiqué par Elgato, puisque certaines cartes vont arriver en fin de vie et ne seront pas remplacées. C'est le cas des HD60S et de la HD60 Pro. Et du coup, à terme, il n'y aura plus que la HD60S+, la HD60X qu'on voit aujourd'hui, la 4K60S+, et la 4K60 Pro. Alors un petit mot quand même sur la concurrence, parce que Elgato n'est pas le seul fabricant de cartes d'acquisition, évidemment. Alors certes, les cartes capables de supporter un PT à 240 fps sont pas super nombreuses, mais comme produit similaire, on peut trouver chez Avermedia le boîtier Live Gamer Ultra, ou le fameux GC553, qui propose grosso modo les mêmes fonctionnalités avec un PT qui peut monter à 144 fps en 1440p, et il est compatible aussi avec le 21/9 d'ailleurs, sur une définition de 2560 par 1080 pixels. Et si j'en crois la fiche produit Amazon, le prix de base est à 169,90 €, donc 30 € de moins que la HD60X. Donc à vous de voir si vous préférez rester full Elgato avec l'environnement qui va avec, les fonctionnalités liées au Stream Deck, etc. ou si vous voulez tenter un autre produit, le résultat sera le même. Donc voilà pour la présentation de cette nouveauté chez Elgato, que je remercie encore pour l'envoi du produit, j'espère que je n'ai rien oublié, et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser, dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte, et pour les questions plus techniques, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream. Pass through. Pass through. Pass through. Ouais, le PT quoi. Chier. On va dire PT, Le PT égale pass through. Pass through. Merde.